Bonjour, aujourd'hui nous abordons l'analyse de tableaux bivariés, soit la dernière leçon de la première partie du cours relative aux statistiques descriptives. Étant entendu que jusque-là, nous avons appris à procéder à l'analyse univariée, c'est-à-dire à décrire les données d'une variable à l'aide de distributions de fréquences et de pourcentages, de mesures de tendance centrale et de variation. Au demeurant, en sciences sociales et humaines, dans bien des cas, on cherche à mettre en relation deux variables afin de voir si elles sont associées ou pas, de façon à expliquer par exemple l'une par l'autre. L'une des premières techniques statistiques disponibles à cet effet est ce qu'on appelle l'analyse de tableaux bivariés qui fait l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Leçon dans laquelle nous apprendrons à résumer des données mettant en relation deux variables qualitatives à l'aide d'un tableau en fréquences, convertir les fréquences en pourcentage de façon à répondre à des questions de recherche spécifiques et bien spécifiées, savoir construire des tableaux et diagrammes bivariés et les interpréter en termes d'existence, d'intensité et de direction d'une relation, et finalement saisir la nature véritable d'une relation dans le cas de l'analyse de tableaux bivariés. Alors, avant d'entrer sur le vif du sujet, commencer par définir l'analyse de tableaux bivariés, appelée aussi l'analyse tabulaire bivariée. Il s'agit d'une technique relevant des statistiques descriptives, en ce sens qu'on cherche à décrire des données d'échantillons à l'aide d'un tableau à double entrée, de façon effectivement à voir si deux variables sont associées ou pas statistiquement parlant. Précisément, est-ce que la variation dans les valeurs d'une variable correspond à la variation dans les valeurs d'une autre variable, ce qui suppose que les valeurs soient des catégories. Pourquoi? Parce qu'il faut que leur nombre soit suffisamment restreint pour pouvoir se tenir dans un tableau bivarié. Par conséquent, l'analyse de tableaux bivariés est surtout appropriée lorsque nous sommes en présence de variables qualitatives, parfois discrètes, parce que les variables discrètes comportent généralement peu de valeurs. L'enjeu est de pouvoir répondre à des questions de recherche du genre. Y a-t-il une relation d'association entre une variable y et une variable x? Si la relation existe, quelle est l'intensité et éventuellement quelle est la direction d'une telle relation? Pour cela, il faut apprendre à identifier la variable dépendante et la variable indépendante. Des concepts statistiques que nous avions abordés dans la leçon 1, si vous vous rappelez bien. La variable dépendante, c'est la variable la plus importante de l'étude. Autrement dit, c'est la variable objet d'étude. Variable dont on veut expliquer la variation par une autre variable qui se trouve être la variable indépendante. Donc la variable indépendante, c'est la variable qui explique la variable dépendante. Précisément, la variable indépendante, c'est la variable explicative, alors que la variable dépendante est plutôt la variable expliquée. Alors, essayons ensemble de mettre en évidence ce genre de questionnement à travers quelques exemples de questions de recherche. Du genre, le sexe influe-t-il sur la préférence quant au genre de films visionnés? Alors, avant de répondre à cette question, procédez à une préanalyse en mettant en évidence trois éléments au moins. Premier élément de préanalyse. Quelle est la variable dépendante ici? Question. Réponse. La variable dépendante ici réfère au genre de film visionné. Autrement dit, c'est la variable dont on veut expliquer la variation par le sexe qui se trouve être ici la variable indépendante. Deuxième élément de préanalyse, est-ce que les valeurs des deux variables sont de nature catégorielle? Question. Réponse, oui, le sexe est une variable catégorielle puisqu'il comporte deux catégories homme-femme. Genre de film est également une variable catégorielle puisque ces catégories possibles sont action, aventure, ainsi de suite, ainsi de suite. Par conséquent, la relation entre le sexe et la préférence quant au genre de film visionné
se prête bel et bien à l'analyse tabulaire bivariée. Dernier élément de préanalyse et non le moindre, est-ce que la relation ici vous paraît plausible? Eh bien, on peut supposer que oui, mais en quoi la relation ici est-elle plausible? Question. Réponse, en fait, on peut formuler l'hypothèse que le sexe influe sur la préférence quant au genre de film visionné. En fait, c'est juste une proposition. On peut supposer que le fait d'être homme ou femme prédispose à préférer tel genre de film plutôt que tel autre genre de film. Par exemple, il est tout à fait plausible que les femmes préfèrent des films du genre romance, comédie, drame, alors que les hommes vont peut-être préférer des films du genre action, thriller, aventure. Et on peut expliquer cette relation par la théorie de la socialisation. Rappelez-vous les cadeaux que vous avez reçus quand vous étiez enfant. Pour les filles, c'est des nounours, c'est des poupées, genre Barbie. Pour les gars, c'est plutôt des revolvers, des voitures. Et donc, la façon dont on est socialisé est différente selon qu'on est gars ou fille, et ce, dans toutes les sociétés. En l'occurrence, la société nous confère des positions en tant qu'hommes et femmes, et ces positions influent sur nos manières de penser, d'agir et de sentir. Il me semble qu'il y a des émotions qui sont en jeu ici lorsqu'on parle de préférence en termes de genre de film visionné. Évidemment, les psychologues, eux, vont aller chercher l'explication au niveau du système psychique. Il paraît que les hommes et les femmes n'ont pas le même chiché. Deuxième question, la préférence politique varie-t-elle selon la province? Premier élément de préanalyse, quelle est la variable dépendante ici? Quelle est la variable indépendante? Question. Réponse, la variable dépendante ici réfère à la préférence politique, variable dont on cherche à expliquer la variation par la province d'appartenance qui se trouve être ici la variable indépendante. Deuxième élément de préanalyse, est-ce que les valeurs des deux variables sont catégorielles? Question. Réponse, oui. Préférence politique comporte des catégories de genre parti conservateur, parti libéral, alors que la province d'appartenance contient des catégories du genre Québec, Ontario. Et par conséquent, la relation ici entre la province d'appartenance et la préférence politique se prête bel et bien à l'analyse tabulaire bivariée. Dernier élément de préanalyse, en quoi la relation est-elle plausible? Question. Réponse. En fait, on peut expliquer la plausibilité de cette relation par les faits électoraux. D'après les résultats des dernières élections de 2019 précisément, le Parti libéral a particulièrement gagné en Ontario, au Terre-Neuve et Labrador, à l'île du Prince-Édouard, mais aussi au Nouveau-Brunswick, alors que les conservateurs les ont vus surtout à l'ouest du Canada, précisément en Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Saskatchewan. Pour ce qui est du NPD, on l'a surtout vu dans le Nunavut, et pour le Bloc québécois, c'est naturellement dans la province du Québec qu'il s'est mis en évidence. Et donc les faits électoraux nous démontrent qu'il y a des différences fondamentales qui séparent les provinces, des différences qui tiennent de l'ordre des valeurs et de l'idéologie en particulier. Donc pour ces raisons, effectivement, il est tout à fait plausible qu'il y ait une relation entre la province d'appartenance et la préférence politique. Donc on peut expliquer la plausibilité d'une relation en recourant à des éléments théoriques comme la théorie de la socialisation ou bien à des éléments factuels comme les faits électoraux. Étant entendu qu'on peut expliquer la plausibilité de la relation entre la classe sociale et la fréquentation des musées par la théorie de la reproduction sociale de Bourdieu. Et pour la relation entre la prévalence des troubles mentaux et la consommation de substances, c'est une question de cohérence interne qui peut s'expliquer par notre sens de l'observation. Alors on va s'intéresser à la question de recherche de Fox, à l'effet de savoir si l'opinion concernant la désobéissance civile est associée au niveau d'instruction. Une fois qu'on a fini de formuler une question de recherche, il faut y répondre en formulant une hypothèse de recherche. Et donc ici, on avance que le niveau d'instruction influence la désobéissance civile. Ou si vous voulez, la désobéissance civile est fonction du niveau
d'instruction. En quoi la relation ici est-elle plausible? Ou cette hypothèse, en quoi est-elle plausible? Question. Réponse. En fait, il est probable que plus on est instruit, moins on est tenté à obéir scrupuleusement aux lois. Pourquoi? Parce que l'éducation promeut des valeurs comme l'autonomie, des attitudes comme l'esprit critique, autant de valeurs ou d'attitudes qui peuvent amener les gens effectivement à désobéir dans certaines situations plutôt que d'avoir à obéir scrupuleusement aux lois. Et donc cette relation est tout à fait plausible. Premier élément de préanalyse. Alors, identifions la VD. Ici, c'est l'attitude face à la désobéissance civile, variable dont on veut expliquer la variation en fonction du niveau d'instruction, qui se trouve être ici la variable indépendante, autrement dit la variable x, alors que la variable dépendante est symbolisée par la variable y. La relation est représentée par cette flèche et précisément par ce modèle mathématique. En l'occurrence, la variable y, soit l'attitude face à la désobéissance civile, est fonction de la variable x, précisément niveau d'instruction. Troisième élément de préanalyse, s'assurer que les valeurs sont catégorielles. Alors ici, pour le niveau d'instruction, on a les catégories moins secondaire, secondaire, postsecondaire. Et pour ce qui est de la variable dépendante, obéir aux lois et suivre sa conscience. Par conséquent, la relation ici entre le niveau d'instruction et la désobéissance civile se prête bel et bien à l'analyse tabulaire bivariée. Remue-ménage. Alors, prenez quelques minutes et réfléchissez sur un problème de recherche qui peut être élucidé à l'aide de l'analyse tabulaire bivariée. Alors, c'est l'exercice à faire. Vous pouvez appuyer sur pause et réfléchir sur ce genre de questions. Alors, je suppose que vous avez fini de réfléchir sur une relation qui peut être élucidée par l'analyse tabulaire bivariée. Donc, on va s'intéresser et donc on va revenir à notre problème en particulier. Donc, une fois qu'on a fini de formuler une hypothèse de recherche, il faut la soumettre à l'épreuve des faits pour confirmer ou infirmer la relation qui est postulée. Pour ce faire, on se pose la question de savoir, est-ce que la variation dans les valeurs du niveau d'instruction correspond à la variation dans les valeurs de la désobéissance civile? Précisément, lorsqu'on passe de moins secondaire à postsecondaire, est-ce qu'on s'attend à obéir aux lois ou à suivre sa conscience? En particulier, on s'attend plutôt à suivre sa conscience. Concrètement, on combine les catégories des deux variables. Autrement dit, on aura 3 fois 2 catégories, précisément 6 combinaisons. Moins secondaire, obéir aux lois. Moins secondaire, suivre sa conscience. Secondaire, obéir aux lois. Secondaire, suivre sa conscience. Postsecondaire, obéir aux lois. Postsecondaire, suivre sa conscience. Et donc, on isole ces 6 combinaisons de catégories 2 à 2 et on procède au décompte. En partant bien sûr de données individuelles qui se présentent de cette façon. En l'occurrence, au niveau de la première colonne, vous avez les cas individuels. Deuxième colonne, les scores du niveau d'instruction. Et troisième colonne, les scores de la désobéissance civile. Donc ici, vous avez 50 scores relevant de 50 cas. Mais 50 scores fois 2, puisqu'on a ici 2 variables. Précisément, le premier cas, c'est quelqu'un qui a le niveau secondaire et qui croit qu'il faut plutôt suivre sa conscience. Alors que le troisième cas, c'est quelqu'un qui a moins que le secondaire et qui croit qu'il faut plutôt obéir aux lois. Alors, on va isoler nos combinaisons de départ. Donc, la première combinaison, moins secondaire, suivre sa conscience, on l'a ici. Deuxième combinaison, moins secondaire, obéir aux lois. Secondaire, conscience. Secondaire, obéir aux lois. Post-secondaire, conscience. Post-secondaire, obéir aux lois. Et donc, nous avons ici 6 combinaisons. Donc, l'idée est d'isoler chacune de ces 6 combinaisons et de procéder au décompte du nombre de cas tombant dans chacune de ces combinaisons. Alors, on va s'intéresser à la combinaison moins secondaire, conscience. Donc, on a un cas, 2 cas, 3 cas, 4 cas. Et donc, au total, on a 4 cas qui ont le niveau moins secondaire et qui croient qu'il faut suivre sa conscience. Donc, on fait le même pour les 5 autres combinaisons et on présente les résultats dans un tableau bivarié que vous avez devant vous. Un tableau croisé, autrement dit un tableau croisant
les scores de niveau d'instruction et ceux de la désobéissance civile. Voilà comment se présente le tableau bivarié. Donc, une règle conventionnelle consiste à présenter les catégories de la variable indépendante, ici niveau d'instruction, en colonne, et les catégories de la variable dépendante, ici désobéissance civile, en rangée. C'est une façon de faire assez standard. Par contre, pour des raisons pratiques, lorsque le nombre de catégories de la variable indépendante est très important, en tout cas plus important que le nombre de catégories de la variable désobéissance civile, alors on peut vouloir présenter les catégories de la variable indépendante plutôt en rangée. Ça se fait aussi pour des raisons pratiques, mais en général, on présente les catégories de la VI en colonne. Alors, observons ce qui se passe à l'intérieur du tableau bivarié. Nous retrouvons nos 4 cas qui ont moins que le secondaire et qui croient qu'il faut suivre sa conscience. 6 cas moins que le secondaire et qui croient qu'il faut plutôt obéir aux lois. Parmi les cas qui ont le niveau secondaire, on a 13 qui croient qu'il faut suivre sa conscience comparativement à 11. Parmi les cas qui ont le niveau postsecondaire, on a 12 qui croient qu'il faut suivre sa conscience comparativement à 4. Eh bien, ces fréquences qui sont incluses dans le tableau bivarié, on les appelle des fréquences de cellules, précisément des fréquences conditionnelles. Pourquoi on les appelle ainsi? Eh bien, on les appelle des fréquences conditionnelles puisque ce sont les fréquences qui conditionnent la relation entre l'instruction et la désobéissance civile. Vous voulez savoir si les deux variables sont associées ou pas, statistiquement parlant? Eh bien, reportez-vous aux fréquences conditionnelles qui nous informent précisément sur l'existence ou pas d'une relation entre ces deux variables. Alors, isolons maintenant la variable niveau d'instruction et calculons la somme de fréquences conditionnelles pour chacune de ces catégories. Donc, on aura 10 cas pour moins que le secondaire, 24 cas pour secondaire et 16 cas pour post-secondaire. Eh bien, ces totaux de la variable indépendante niveau d'instruction sont appelés fréquences marginales. De même, isolons la variable désobéissance civile et calculons les totaux. Et donc, on aura 29 pour suivre sa conscience, 21 pour obéir aux lois. Et bien, ces totaux de la variable dépendante sont aussi appelés fréquences marginales. Alors, pourquoi on les appelle ainsi? Eh bien, on les appelle des fréquences marginales parce que ce sont les fréquences qui sont en marge de la relation étudiée entre le niveau d'instruction et la désobéissance civile. Précisément, ce sont des fréquences qui ne nous informent pas sur la relation qui est analysée ici. C'est comme si, effectivement, nous isolons niveau d'instruction d'une part et désobéissance civile d'autre part, et que nous rendons compte de la distribution univariée de chacune de ces deux variables en termes de fréquence. Et donc, on voit bien ici qu'il n'y a pas de relation entre les deux variables si on se réfère aux fréquences marginales. C'est ainsi qu'il faut les voir. Si vous calculez la somme des fréquences marginales de la variable indépendante, vous retrouvez 50. Calculez la somme des fréquences marginales de la variable dépendante, vous retrouvez également 50. Ce qu'on appelle le grand total qui réfère à la taille de l'échantillon. Et donc, 3 concepts statistiques à retenir dans le cas de ce tableau bivarié: fréquence conditionnelle, fréquence marginale et grand total. Ici, je reprends ce que je viens d'avancer. Et voilà, nous venons de voir l'intérêt de l'analyse tabulaire bivariée, qui est particulièrement intéressante lorsqu'il s'agit de résumer les données des deux variables qualitatives en termes de fréquence. Ainsi, 50 scores x 2 ont été résumés en seulement 6 fréquences conditionnelles qui informent sur la relation précisément entre le niveau d'instruction et la désobéissance civile. Par contre, on en a déjà parlé, les fréquences sont particulièrement difficiles à interpréter et c'est surtout vrai lorsqu'il s'agit de lire l'association statistique entre deux variables qualitatives à l'aide du tableau bivarié. Il va falloir trouver une façon effectivement de mieux interpréter les fréquences dans le cas de l'analyse tabulaire bivariée.
En l'occurrence, nous savons que pour déterminer l'existence ou pas d'une relation entre deux variables, il faut se reporter aux fréquences conditionnelles. Or, nous savons que les fréquences conditionnelles reposent sur des nombres de cas différents. De telle sorte qu'il faut trouver une façon effectivement de les rendre comparables. Et bien, pour ce faire, il faut standardiser le nombre total de cas à 100, de façon à obtenir des pourcentages. Se pose alors la question de savoir par rapport à quel total ou totaux devons-nous relativiser les fréquences conditionnelles. De trois choses, seulement l'une. Alors, soit on relativise les fréquences conditionnelles par rapport aux totaux marginaux de la VD, désobéissance civile, soit on les relativise plutôt par rapport aux totaux marginaux de la variable indépendante niveau d'instruction, ou bien par rapport au grand total qui réfère à la taille de l'échantillon. Donc, question, selon vous, par rapport à quel totaux devons-nous relativiser les fréquences conditionnelles? Totaux de la VI, totaux de la VD ou grand total? Réponse, on relativise les fréquences conditionnelles selon les totaux marginaux de la VI, ici, niveau d'instruction. Pourquoi? Parce qu'ici, on s'intéresse à l'effet du niveau d'éducation sur la désobéissance civile. Autrement dit, est-ce qu'il y a des différences entre les niveaux d'instruction eu égard à la désobéissance civile? Autrement dit, c'est comme si la variable indépendante niveau d'instruction scindait l'échantillon en autant de catégories, en autant de groupes, en autant de sous-échantillons. De telle sorte qu'on aura le sous-échantillon moins secondaire, le sous-échantillon secondaire, le sous-échantillon post-secondaire, et qu'il faut calculer les pourcentages à l'intérieur de ces sous-échantillons. En l'occurrence, ici, nous savons que 6 cas qui ont moins que le secondaire croient qu'il faut obéir aux lois comparativement à 11 cas. Alors, est-ce qu'il est prudent de conclure que les cas qui ont le secondaire ont plus tendance à obéir aux lois que les cas qui ont moins que le secondaire? Pourquoi il est difficile de conclure ainsi? Question. Réponse, parce que nous savons que les totaux marginaux ne sont pas les mêmes. Ici, on a 10 cas pour moins que le secondaire et 24 cas pour secondaire. Et donc, difficile de conclure que les cas qui ont le niveau secondaire sont plus susceptibles d'obéir aux lois que les cas qui ont moins que le secondaire. Pour pouvoir rendre comparables ces deux catégories, eh bien, il faut tenir compte des totaux marginaux. Autrement dit, que serait 6 par rapport à 10 sur une base 100? Que serait 11 sur 24 sur une base 100? Que serait 4 par rapport à 16 sur une base 100? Eh bien, poser la question, c'est répondre. Et donc, on aura 100%, 46%, 40% pour moins que le secondaire sur sa conscience, 54% pour secondaire sur sa conscience, 25% pour post-secondaire au bureau loi et 75% pour post-secondaire sur sa conscience. Et par conséquent, on applique tout simplement la formule du pourcentage que vous connaissez déjà. Donc, vous prenez chaque fréquence de cellule, vous le relativisez par le total marginal de la variable indépendante et vous multipliez ce rapport par la base 100. Ben, le résultat sera le pourcentage associé à la fréquence conditionnelle. Ainsi, on peut facilement interpréter la relation. En l'occurrence, clairement, 75% des cas qui ont le niveau postsecondaire croient qu'il faut suivre sa conscience, comparativement à seulement 40% des cas qui ont moins que le secondaire. La différence en point de pourcentage entre 75 et 40 étant de 35. Une différence qui semble assez importante pour attester d'au moins une différence entre moins secondaire et postsecondaire eu égard à la désobéissance civile. Et donc, de manière générale, il semble y avoir une relation entre le niveau d'instruction et la désobéissance civile. Par conséquent, une règle fondamentale consiste à calculer les pourcentages à l'intérieur des catégories de la variable indépendante. Précisément, vous divisez chaque fréquence de cellule ou conditionnelle par rapport au total marginal de la VI en colonne et vous multipliez ce résultat par la base de comparaison 100. Si les catégories de la variable indépendante sont plutôt présentées en rangée, eh bien, il faut calculer les pourcentages à l'intérieur des rangées. L'idée,
c'est que le calcul des pourcentages suive tout simplement les catégories de la variable indépendante. Car comme nous venons de le dire, les catégories de la variable indépendante scindent l'échantillon à autant de catégories correspondant à des sous-échantillons à l'intérieur desquels il faut calculer les pourcentages. En l'occurrence, pour ce qui est de notre exemple de tout à l'heure, nous savons que pour la catégorie moyenne secondaire, 4 suivent leur conscience, 6 obéissent aux lois. La fréquence marginale étant de 10, eh bien, on aura tout simplement 4 sur 10 multiplié par 100, 40%, 6 sur 10 multiplié par 100, 60%, étant entendu que le total marginal va donner 100 en termes de pourcentage. Donc voilà comment calculer les pourcentages dans le cas de l'analyse tabulaire bivariée. Le calcul se fait comme dans le cas d'une distribution de fréquence d'une variable. Exercice est clair. Alors ici on vous demande de calculer les pourcentages du tableau bivarié qui met en relation ici la satisfaction quant au salaire reçu et le désir de rester à son travail. En l'occurrence ici vous avez les fréquences. Clairement ici, difficile de comparer les fréquences conditionnelles entre elles. Une façon de mieux analyser la relation est de rapporter le nombre total de cas à 100. En l'occurrence, que serait 120 par rapport à 300 sur une base 100? Que serait 320 par rapport à 400 sur une base 100? Que serait 180 par rapport à 300 sur une base 100? Que serait 80 par rapport à 400 sur une base 100? Eh bien, poser la question sur répondre, on obtiendrait tout simplement ces pourcentages. En l'occurrence, prenez 120 divisé par 300 multiplié par 100, on obtient 40. 320 divisé par 400 multiplié par 100, on obtient 80. Ainsi, l'analyse est plus facile à faire. Précisément, 80% des cas qui sont satisfaits de leur salaire ne désirent pas quitter leur travail comparativement à seulement 40% qui ne sont pas satisfaits. Il semble y avoir une différence de 40 en points de pourcentage et par conséquent, il semble y avoir une différence entre non satisfaits et satisfaits quant au salaire reçu, quant au désir de rester à son travail. La relation entre la satisfaction quant au salaire reçu et le désir de rester à son travail semble exister, du moins au niveau de ces données d'échantillon. Et par conséquent, une règle fondamentale lorsqu'on procède à l'analyse tabulaire bivariée est de comparer les pourcentages entre les catégories de la variable indépendante eu égard à une catégorie de la variable dépendante de façon à ensuite estimer l'importance des différences seulement entre deux pourcentages des catégories. Si la différence en termes de points de pourcentage est inférieure à 10, la relation est nulle. Entre 10 et 20, relation faible. Entre 20 et 30, modérée. Et supérieure à 30 signifie que la relation est plutôt forte. Évidemment, il s'agit juste d'une règle conventionnelle. Elle n'est pas coulée dans du béton. Cette règle peut être adaptée en fonction du chercheur qui l'utilise, en fonction du domaine disciplinaire, mais aussi en fonction de la nature des phénomènes et même des travaux antérieurs en lien avec une étude en particulier. Mais ici, dans le cas de ce cours, à l'absence de toute référence théorique ou empirique, on peut s'en référer de façon à analyser l'intensité d'une relation entre deux variables qualitatives dans le cas de l'analyse tabulaire bivariée. Alors, on va s'exercer ensemble à procéder à une telle analyse. Ici, on s'intéresse à la relation entre le sexe et la croyance à une vie après la mort. La différence ici entre hommes et femmes, en termes de points de pourcentage, est étant de 1. Alors, comment procéder à l'analyse tabulaire ici? Alors, on va y aller. L'analyse tabulaire bivariée montre que 83% des femmes croient à une vie après la mort, comparativement à 82% des hommes. La différence en point de pourcentage étant de 1, eh bien clairement ici, nous sommes en présence d'une relation nulle entre le sexe et la croyance à une vie après la mort. Précisément,
on peut affirmer que les variables sexe et croyance à une vie après la mort sont statistiquement indépendantes. En l'occurrence, ici, on a autant de femmes que d'hommes qui croient à une vie après la mort. Et donc, il ne semble pas y avoir une différence entre hommes et femmes. Eh bien, lorsqu'il y a absence de différence entre les catégories de la VI eu égard à une catégorie de la VD, c'est qu'effectivement, il y a absence de relation. Qu'en est-il maintenant de l'analyse tabulaire bivariée, mettant en relation ici le sexe et la possession d'une arme à feu? Alors, c'est à votre tour de procéder à l'analyse tabulaire bivariée, un peu comme j'ai procédé tout à l'heure. Donc, vous mettez en évidence la différence en points de pourcentage et vous concluez sur la relation. Vous pouvez appuyer sur pause et procéder à l'analyse. Alors, on va y aller. L'analyse tabulaire bivariée montre que 48% des hommes possèdent une arme à feu, comparativement à 35% des femmes. La différence en point de pourcentage étant de 13, eh bien clairement ici nous sommes en présence d'une relation faible, puisque la différence en point de pourcentage se situe entre 10 et 20. D'après la règle d'Imbo à la lecture de Fox, on peut avancer qu'ici les deux variables sont faiblement dépendantes. Finalement, vous avez devant vous un tableau bivarié mettant en relation le sexe et la peur de se promener. Alors, vous pouvez procéder à l'analyse tabulaire bivariée. On va y aller. L'analyse tabulaire bivariée montre que 55% des femmes ont peur de se promener comparativement à 26% des hommes. La différence en point de pourcentage étant de 29, on peut conclure au moins de trois façons. Étant entendu qu'ici la différence en point de pourcentage de 9 se situe à la limite de la règle d'interprétation. Si on est rigoureux, on conclut à une relation modérée entre le sexe et la peur de se promener dans le quartier, puisque la différence en point de pourcentage de 9 est inférieure à 30. Si on est moins rigoureux, on peut croire que 29 en point de pourcentage est proche de 30 et donc conclure que la relation est forte ici. Ou bien on est plutôt conciliant et on peut avancer qu'ici la relation est modérée à forte. Et donc chaque fois que la différence en point de pourcentage se situe à la limite de la règle d'interprétation, vous avez le choix ici entre conclure à une relation modérée ou à une relation forte ou à une relation modérée à forte. Étant entendu qu'ici on a opté pour une relation forte. Et voilà comment procéder à l'analyse tabulaire bivariée en termes d'intensité d'une relation. Il est possible d'aller plus loin en mettant en évidence ce qu'on appelle la direction d'une relation. Dans le cas où les deux variables analysées sont de nature ordinale ou discrète. Précisément, il faut que les valeurs des deux variables soient ordonnées pour pouvoir lire la direction d'une relation. Et donc, lorsqu'au moins une des deux variables mises en relation est plutôt nominale, eh bien, le concept de direction ne s'applique pas. Par contre, lorsque les deux variables sont ordinales ou discrètes, on peut rendre compte de la direction d'une relation, outre bien sûr l'intensité, de façon effectivement à conclure si la relation est positive, négative ou curvilinéaire. Alors ensemble, on va essayer d'illustrer ces différents types de relations de façon visuelle et concrète. En l'occurrence, vous avez ici devant vous ce graphique. L'axe horizontal est représenté par la variable indépendante x, l'axe vertical par la variable dépendante y. Étant entendu que les valeurs de la variable indépendante sont ordonnées de la plus faible à la plus élevée, en partant de la gauche vers la droite. Par contre, les valeurs de la variable dépendante sont ordonnées de la plus petite à la plus élevée en partant du bas vers le haut. Supposons qu'on s'intéresse à la relation entre la taille et le poids. Donc la taille, c'est la variable indépendante, le poids, c'est la variable dépendante. Et donc plus la taille augmente, plus le poids augmente. Dans ce genre de situation, la plupart des cas vont se situer le long d'une diagonale montante qui décrirait ce qu'on appelle une relation positive ou directe. Et par conséquent, la taille et le poids
sont reliés de façon positive. On peut considérer ce graphique comme un tableau bivarié mettant en relation la taille et le poids, de telle sorte que la plupart des cas se situeraient le long de la diagonale du tableau et décriraient une diagonale principale montante, le propre d'une relation positive. Qu'en est-il de la relation entre le niveau d'éducation dans les pays et le taux de chômage? Eh bien, le niveau d'éducation, c'est sur l'axe horizontal et le taux de chômage sur l'axe vertical. Et donc, plus le niveau d'éducation augmente, plus le taux de chômage diminue. Dans ce genre de situation, la plupart des cas se situeraient le long d'une diagonale descendante, précisément d'une diagonale secondaire descendante. C'est le propre d'une relation positive. Dans les pays, le niveau d'éducation et le taux de chômage sont reliés de façon négative ou inverse. Mais voilà le propre d'une relation négative. La plupart des cas vont se situer le long d'une diagonale descendante, en particulier si on considère ce graphique comme étant un tableau bivarié. Deux variables peuvent être reliées de façon non linéaire. L'exemple est donné ici de la relation entre l'âge et la dépression. Alors généralement, les ados sont très stressés, mais plus ils avancent en âge, plus le niveau de stress ou de détresse diminue. À partir de l'âge adulte, eh bien, le niveau de stress ou de détresse commence à augmenter. De telle sorte que l'âge et la détresse sont associés de façon curvilinéaire. Ben voilà ce qu'on appelle relation curvilinéaire. Autrement dit, c'est une relation qui n'est pas linéaire. Ici, on voit apparaître une forme de V ou de U à l'endroit. On aurait pu observer une autre forme plutôt à l'envers. En particulier, prenons la relation entre le stress et la performance. Ça peut être performance scolaire au travail. Et donc, plus le stress augmente, plus la performance augmente. Mais à un moment donné, lorsque le stress est très élevé, eh bien, la performance commence à chuter. Ce qu'on appelle le stress positif et le stress négatif. Et par conséquent, une relation positive devient négative dans ce cas. Ou bien une relation négative devient positive. Mais voilà les différents types décrivant la direction d'une relation. On parle de relation positive lorsque les scores les plus élevés de la variable indépendante correspondent aux scores les plus élevés de la variable dépendante. Relation négative lorsque les scores les plus élevés de la variable indépendante correspondent aux scores les plus faibles. Curvilinéaire lorsqu'une relation d'abord positive devient négative ou vice-versa. Autant effectivement de modèles qui décrivent la direction d'une relation. Toutefois, ces modèles sont simplement des idéotypes, pour parler comme le sociologue Max Weber. Dans la réalité, on ne rencontre pas des relations aussi parfaitement positives ou négatives ou curvilinéaires, mais on peut obtenir des relations qui s'en approchent. Et bien pour ce faire, on va s'intéresser en premier lieu à cette relation entre le niveau d'instruction et le revenu. Alors, comment lire la direction de la relation ici? Première chose, on va lire la première ligne de ce tableau bivarié en pourcentage. Alors, chez les cas qui ont moins que le secondaire, 10% ont un revenu élevé. Lorsque le niveau d'instruction augmente jusqu'au secondaire, eh bien le pourcentage augmente à 20. Postsecondaire, le pourcentage augmente jusqu'à 70. Et donc, on voit bien que lorsque le niveau d'éducation augmente, eh bien les pourcentages augmentent. C'est le signe que plus le niveau d'éducation augmente, plus le revenu augmente. Par conséquent, nous sommes en présence ici d'une relation positive entre l'instruction et le revenu. Première façon d'analyser la direction. Deuxième façon, on se pose la question de savoir où se situe la plupart des cas au niveau de chaque catégorie de la variable indépendante. Alors, au niveau de moins secondaire, la plupart des cas, c'est 55. Secondaire, la plupart des cas, c'est 60. Postsecondaire, la plupart des cas, c'est 70. De telle sorte que cela décrit une diagonale principale montante, le propre d'une relation positive. Et par conséquent, ici, plus le niveau d'éducation augmente, meilleur est le
revenu, les deux variables étant reliées de façon positive, étant entendu qu'ici la relation est forte. Donc 70 moins 10 donne une différence en point de pourcentage supérieure à 30. Qu'en est-il de cette relation entre la performance en mathématiques et celle en littérature? Donc, première façon de lire la direction, on va lire la première ligne. Chez les cas qui performent faiblement en mathématiques, on a 60% qui performent bien, de façon excellente, en littérature. Lorsque la performance mathématique augmente en moyenne, eh bien, on voit bien que les pourcentages diminuent. Encore à excellente, ça diminue davantage à 20%. Et donc, on voit bien que plus la performance en mathématiques augmente, plus la performance en littérature diminue. C'est le propre d'une relation négative. Autre façon de lire la direction négative, on se pose la question de savoir où se situe la plupart des cas pour faible, c'est 60. Où se situe la plupart des cas au niveau de cette catégorie, 55. Où se situe la plupart des cas au niveau d'excellente ici, c'est 54. De telle sorte que on obtiendrait une diagonale secondaire descendante qui décrirait une relation négative entre la performance en maths et la performance en littérature. Et bien, par conséquent, la performance en mathématiques est négativement associée à la performance en littérature, étant entendu que la relation ici est forte. 60 moins 20 donne une différence en point de pourcentage de 40 qui est supérieure à 30. Et finalement, qu'en est-il de la relation entre le degré de conscience professionnelle et la performance scolaire ou au travail? Donc, on va lire la première ligne. Donc, lorsque le degré de conscience professionnelle est faible, on a 30% des cas qui excellent. Lorsque le degré de conscience professionnelle augmente à assez, ben ça augmente le pourcentage. À élevé, pour ce qui est du degré de conscience, le pourcentage augmente à 80. Mais lorsque c'est très élevé, le degré de conscience, eh bien, on voit bien que le pourcentage diminue. Autrement dit, la performance diminue à 45 jusqu'à 35 lorsqu'on est très perfectionniste. Par conséquent, une relation d'abord positive devient négative. La plupart des cas se situent ici, 70, 80 et 65, de telle sorte qu'on obtiendrait une diagonale, d'abord montante, puis descendante, le propre d'une relation curvilinéaire. Par conséquent, le degré de conscience professionnelle est curvilinéairement associé à la performance. Autrement dit, la relation d'abord positive devient négative. Autant de relations où on peut lire la direction en termes positifs, négatifs ou curvilinéaires. Nous en sommes à la façon de présenter un tableau bivarié. Il faut toujours l'intituler du genre la variable dépendante selon la variable indépendante. Et donc ici, désobéissance civile selon le niveau d'instruction, étant entendu qu'on peut spécifier la taille de l'échantillon au niveau titre ou bien au bas du tableau sous forme de notes. Présenter les catégories de la VI en colonne, ici niveau d'instruction, on a moins secondaire, secondaire, postsecondaire, et les catégories de la VD en rangée, suivre sa conscience, obéir aux lois, étant entendu que lorsque le nombre de catégories de la VI est très important, en tout cas beaucoup plus important que le nombre de catégories de la variable dépendante, on peut vouloir présenter les catégories de la VI plutôt en rangée. C'est aussi correct, mais dans ce cas, il faut que le calcul des pourcentages suive les catégories de la variable indépendante en rangée. Alors ici, pas besoin de mettre des lignes verticales, alors on l'a déjà vu. Donc ici, juste 4 lignes suffisent pour structurer les données du tableau bivarié, étant entendu qu'à l'intérieur, on peut soit mettre seulement les pourcentages, mais dans ce cas, il faut spécifier les nombres de cas sur lesquels reposent ces calculs des pourcentages, ou bien mettre à l'intérieur fréquence, entre parenthèses, pourcentage. Moi, personnellement, c'est ce que je fais lorsque je publie. Précisément, je mets fréquence, entre parenthèses, pourcentage. Alors, même si ici, Fox nous présente un tableau incluant seulement les pourcentages, c'est aussi une façon de faire, mais il me semble que présenter et les fréquences et les pourcentages apporte davantage d'informations, en tout cas pour le lecteur. Et au niveau du bas du tableau, vous pouvez mettre la source ou des notes pour mieux éclairer le lecteur par rapport à l'interprétation du tableau bivarié.
Alors, comment interpréter, justement, statistiquement parlant, le tableau bivarié? Donc, l'interprétation repose essentiellement sur les pourcentages. Et donc, on peut avancer que l'analyse tabulaire bivariée montre que 75% des cas qui ont le poste secondaire comme niveau d'instruction croient qu'il faut suivre sa conscience comparativement à 40%. La différence en point de pourcentage étant de 35, eh bien, on peut avancer qu'il y a une relation entre le niveau d'instruction et la désobéissance civile, du moins au niveau des données d'échantillon. Bien, voilà comment interpréter, statistiquement parlant, un tableau bivarié. Comment interpréter maintenant théoriquement les résultats de l'analyse tabulaire bivariée? Eh bien, on peut avancer les mêmes éléments que nous avions évoqués au début. En particulier, nous savons que l'éducation promeut des valeurs comme l'autonomie, des attitudes comme l'esprit critique, donc autant d'attitudes, de valeurs qui peuvent effectivement amener les gens dans certaines situations à ne pas obéir scrupuleusement aux lois. De telle sorte que la relation est tout à fait plausible et qu'on peut l'expliquer théoriquement ou sociologiquement parlant. Et donc on voit bien ici que lorsque la variable indépendante est ordinale, il est facile de comparer deux pourcentages. On prend le pourcentage de la catégorie la plus faible moins le pourcentage de la catégorie la plus élevée et on calcule la valeur absolue de la différence pour une catégorie de la variable dépendante. Qu'en est-il maintenant lorsque la variable indépendante est plutôt nominale, comme la religion, dont les valeurs ne sont pas ordonnées? Mais dans ce cas, il faut partir de la problématique de façon à identifier les deux religions les plus significatives eu égard à la problématique et axer effectivement la comparaison des pourcentages sur ces deux religions. Et par conséquent, c'est la problématique qui va aider à déterminer où mettre l'accent par rapport à la comparaison entre deux pourcentages. Étant entendu que lorsque la vie est ordinale, la question ne se pose pas. Vous comparez les pourcentages des deux catégories extrêmes, eu égard à une catégorie d'intérêt de la variable dépendante. Là, je reprends ce que je viens d'avancer par rapport à la construction d'un tableau bivarié, étant entendu qu'on peut arrondir à une décimale. Deux décimales, c'est superflu. Et surtout, on peut arrondir au nombre entier. Alors, une façon de décrire un tableau bivarié est de mettre en évidence le nombre de rangées par ou fois le nombre de colonnes. En particulier, le tableau de tout à l'heure se décrit par tableau de 2 par 3. Autrement dit, on a 2 rangées et 3 colonnes, bien sûr en excluant le totaux. Pourquoi on commence par le nombre de rangées, ensuite le nombre de colonnes? Parce qu'on en a déjà parlé, la variable la plus importante, c'est la variable dépendante. C'est la variable objet de l'étude. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles on décrit un tableau bivarié par le nombre de rangées, autrement dit le nombre de catégories de la variable dépendante, par le nombre de colonnes, le nombre de catégories de la variable indépendante, étant entendu qu'on ne considère pas les totaux marginaux. J'aurais compris qu'on peut créer autant de rangées que de colonnes que l'on souhaite. Mais plus le tableau est grand, plus il est difficile de faire des choix par rapport à des pourcentages à comparer. Mais dans ce cas, il faut identifier les pourcentages les plus significatifs eu égard à la problématique de façon à axer la comparaison là-dessus, étant entendu qu'on ne peut pas comparer toutes les catégories entre elles. Donc il faut cibler les catégories les plus significatives, les plus pertinentes, statistiquement parlant, et eu égard à la problématique de façon à axer la comparaison là-dessus, étant entendu que vous n'avez pas intérêt à construire un tableau trop grand. Mais aussi, lorsque vous travaillez avec des variables quantitatives qui comportent de nombreuses valeurs, pour pouvoir utiliser l'analyse tabulaire bivariée, il faut regrouper ces valeurs en catégories ou en classes de façon à ce que la relation se prête bel et bien à l'analyse tabulaire bivariée. Mais attention, la façon dont on procède à la catégorisation peut révéler ou cacher une relation. Eh bien, les chercheurs et analystes le savent si bien qu'ils vont procéder à différentes catégorisations jusqu'à temps qu'ils obtiennent une relation entre deux variables. C'est une façon d'instrumentaliser, de manipuler les statistiques. Il est important donc de savoir qu'il y a une porte ouverte ici à l'instrumentalisation des statistiques, en particulier lorsqu'on procède à la catégorisation. On retient plus facilement l'information lorsqu'elle est présentée sous forme graphique. C'est aussi valable pour l'analyse tabulaire bivariée. Donc on peut représenter les données d'une relation entre deux variables catégorielles
à l'aide des diagrammes en bâtons groupés et divisés. Les bâtons groupés sont particulièrement appropriés lorsqu'on va rendre compte tout simplement de l'intensité d'une relation entre deux variables dont au moins l'une est nominale ou si vous voulez considérer comme telle. Et les bâtons divisés pour lire la direction surtout d'une relation entre deux variables ordinales. Alors on va y aller, en particulier on va s'intéresser à la relation entre le niveau d'instruction et la désobéissance civile. Ici on considère que désobéissance civile est une variable nominale et qu'ici il y a au moins une des deux variables qui est nominale. Et dans ce cas, nous savons que les bâtons groupés sont appropriés de façon à lire l'intensité d'une relation. Alors, sur l'axe horizontal, vous avez les catégories de la variable indépendante. Ici, niveau d'instruction. Sur l'axe vertical, les pourcentages, on en a déjà parlé. Préférez les pourcentages aux fréquences, puisque les pourcentages sont plus faciles à interpréter. Ensuite, à chaque catégorie de la VI est associé des barres en lien avec les catégories de la variable dépendante. De telle sorte qu'ici, on peut bien déterminer s'il y a ou pas relation, et surtout si la relation est d'une certaine intensité. Alors, on va se concentrer sur les bâtons en bleu, donc qui réfèrent à la catégorie suivre sa conscience. Donc, on voit bien que plus le niveau d'éducation augmente, plus les barres augmentent. C'est le signe que plus le niveau d'éducation augmente, plus on a tendance à suivre sa conscience. Donc ici, il semble y avoir une relation et que la relation semble assez importante. Ici, on en croit à l'augmentation des barres. Qu'en est-il de la relation ici entre le niveau d'instruction et la situation financière? Eh bien, les deux variables ici étant de nature ordinale, les bâtons divisés sont appropriés. Sur l'axe horizontal, on a toujours les catégories de la VI. Sur l'axe vertical, les pourcentages. Et chaque catégorie de la VI est représentée par un bâton qui est divisé ou empilé selon les catégories de la variable dépendante, ici situation financière. De telle sorte qu'on peut lire facilement la direction de la relation. Eh bien, c'est le but lorsqu'on utilise le diagramme en bâton divisé. Donc, outre l'intensité, on peut lire la direction de la relation. Donc, ici, la relation est clairement positive. Plus le niveau d'éducation augmente, meilleure est la situation financière. Mais aussi, la relation semble forte si on voit le niveau de progression des pourcentages en bleu en particulier. On passe de 23, 39, 43, 47 à 49. Et finalement, nous en sommes à la nature d'une relation d'association. En fait, nous venons ensemble de procéder à l'analyse tabulaire bivariée, qui est particulièrement utile lorsqu'on veut savoir si deux variables sont associées ou pas. Par contre, l'association entre deux variables ne signifie pas que l'une des variables est la cause de l'autre. L'exemple est donné ici de la relation entre la scolarisation dans les pays et la prévalence du SIDA. Est-ce qu'il y a une relation statistique entre les deux variables? Question. Réponse, oui, statistiquement parlant, il y a une relation entre le taux de scolarisation dans les pays et la prévalence du SIDA. Et ici, la relation est plutôt négative. Précisément, les pays qui sont fortement scolarisés sont aussi les pays où la prévalence du SIDA est la plus faible et vice-versa. Mais est-ce à dire que l'analphabétisme est la cause du SIDA? Certainement non. Nous savons ce qui est à l'origine du SIDA, mais certainement ce n'est pas l'analphabétisme. Alors, qu'est-ce qui explique qu'il y ait une association statistique entre la scolarisation et la prévalence du SIDA? Quelle est cette variable tierce, cette variable confondante qui est à la fois associée à la prévalence du SIDA et à la scolarisation dans les pays? Eh bien, cette variable tierce, cette variable confondante qui explique la relation entre ces deux variables, c'est la région économique. C'est le fait d'appartenir au tiers-monde ou pas. Les pays qui sont faiblement développés sur le plan économique, comme les pays du tiers-monde, sont aussi les pays où le taux de scolarisation est faible. C'est aussi les pays où la prévalence du sida est en général élevée. De telle sorte que, ici, la relation entre le taux de scolarisation et la prévalence du sida est ce qu'on appelle une relation fallacieuse, qui n'est expliquée que par une variable confondante, tierce, en l'occurrence la région d'appartenance
qui à la fois est associée à la prévalence du sida et à la scolarisation dans les pays. Par conséquent, l'association entre deux variables n'implique pas forcément un lien de causalité. Par contre, pour qu'il y ait un lien de causalité, il faut qu'une association statistique entre deux variables. Et surtout, que la variable y n'apparaisse pas sans la variable x, après avoir contrôlé des variables qui peuvent confondre la relation. Ce qui signifie qu'il faut passer à l'analyse multivariée de façon à contrôler l'effet d'une troisième variable, en l'occurrence bien ce qui n'est pas couvert dans le cadre de ce cours, mais si vous faites le solvant 20, vous aurez la possibilité de contrôler une relation en impliquant des variables additionnelles. Alors, si une association n'implique pas un lien de causalité, par contre, une relation d'association entre deux variables peut relever d'une influence asymétrique. Prenons la relation entre le sexe et la position en faveur de la souveraineté du Québec. Eh bien, selon qu'on est homme ou femme, on peut avoir telle position plutôt que telle autre position. Et donc, le sexe influence la position quant à la souveraineté politique ou pas du Québec. Mais est-ce que la souveraineté politique peut expliquer les différences entre hommes et femmes? Autrement dit, peut expliquer le sexe? Non, c'est ce qu'on appelle une relation d'association d'influence asymétrique. Qu'en est-il maintenant de la relation entre le parti politique d'adhésion et la position quant à la souveraineté politique du Québec? Précisément, le fait d'adhérer au Parti québécois peut amener à avoir une position en faveur de la souveraineté politique du Québec. Mais aussi, le fait d'avoir une position favorable à la souveraineté politique peut amener à adhérer au Parti québécois. De telle sorte qu'ici, la relation est appelée relation d'association d'influence réciproque, puisque la relation va dans les deux sens. Alors, parler des relations fallacieuses me donne l'opportunité d'évoquer une controverse qui a été suscitée au Québec par le docteur Mayou, qui avançait que les Blancs étaient plus intelligents que les Noirs. En fait, ici, la variable d'intérêt, c'est le quotient intellectuel. Alors ici, la variable étant quantitative, on calcule la moyenne et surtout l'écart type, de façon à avoir une idée sur la variation du quotient intellectuel chez les enfants, par exemple. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui explique la variation dans le quotient intellectuel chez les enfants. Eh bien, cette variation s'explique par l'ethnie, autrement dit, les différences en termes d'ethnie, pour ne pas parler de race, puisque la notion de race est de nos jours récusée en sciences sociales et humaines, en tout cas dans les milieux francophones, on s'entend. De telle sorte qu'ici, la variation du quotient intellectuel Y est fonction de l'ethnie. Du moins, c'est en ces termes que le docteur Mayou avait posé le problème. Autrement dit, il y a une différence entre les ethnies U égale au quotient intellectuel, de telle sorte que les Blancs sont plus intelligents que les Noirs, U égale au quotient intellectuel. Alors, évidemment, le docteur Mayou a raison dans un sens. Si vous entrez dans n'importe quelle classe, eh bien certainement il y aura une association statistique entre l'ethnie et le quotient intellectuel. Autrement dit, les enfants des Blancs vont démontrer plus de performance comparativement aux enfants des Noirs ou des autres ethnies. Mais ce que le docteur Mayou ne sait pas, ou feint de ne pas savoir, c'est que la relation est fallacieuse. Alors partons tout simplement de considérations d'ordre général. Lorsque vous passez un test une première fois, vous avez moins de chances de le réussir. Vous passez un test une deuxième fois, vous avez plus de chances de le réussir. Une troisième fois, plus de chances de le réussir. Et je pense que donc il y a un effet d'habituation qui avantage les enfants des Blancs comparativement aux enfants des Noirs. En particulier, il est symptomatique de constater à quel point les tests d'intelligence ressemblent aux jeux pratiqués par les enfants des Blancs, et ce, à bas âge. Moi, par exemple, en tant que Noir, comme si ce n'était pas visible, j'ai pas appris à jouer avec des jeux intelligents. Par contre, j'ai appris à jouer dans la rue, et je peux vous raconter plusieurs sortes de jeux où effectivement on cherche à développer l'intelligence sociale. Et je pense qu'il y a une forme d'intelligence sociale que développent les Noirs, c'est mon point de vue, et qui n'est pas forcément intégrée dans les tests
d'intelligence. Mais de façon générale, les enfants des Blancs sont assez tôt exposés à ce genre de tests, de telle sorte qu'il y a une forme d'habituation qui les avantage. Mais l'explication la plus fondamentale, elle est d'ordre sociologique. En fait, la relation, elle est fallacieuse entre l'ethnie et le quotient intellectuel. Si le docteur Mayou avait pris deux enfants, un noir et un blanc, les deux enfants ont des parents qui tous sont au Québec. Les deux parents des enfants ont le même niveau de scolarité, disons 21 ans, c'est-à-dire ont le doctorat. Les deux parents des enfants ont le même revenu, disons un revenu familial de 300 000 $. Les deux parents des enfants ont la même occupation, disons médecin. Les deux parents des deux enfants ont le même patrimoine. Les deux parents des deux enfants habitent dans une même résidence, disons une résidence de standing, c'est pas un quartier de Westmount. Les deux parents ont effectivement le même nombre d'enfants, puisque plus le nombre d'enfants est important dans une famille, plus il va être difficile de s'occuper des enfants. Autrement dit, rendre constantes toutes ces variables environnementales susceptibles d'influer sur la relation, eh bien, elle va s'annuler plus simplement. Et donc, ce qui se passe réellement, c'est que les Noirs évoluent en général dans un environnement sociologique moins favorable, de telle sorte qu'il en résulte effectivement une performance moins importante en termes, par exemple, de quotient intellectuel. Ben, ce qu'on appelle contrôler des variables susceptibles d'influer dans une relation. Le docteur Mayou n'avait pas pris la peine de contrôler l'effet de toutes ces variables qui en soi expliquent la relation entre l'ethnie et le quotient intellectuel. Par conséquent, la relation entre l'ethnie et le quotient intellectuel est une relation fallacieuse qui s'explique par toutes ces variables d'ordre environnemental qui à la fois sont associées à l'ethnie et au quotient intellectuel. Et par conséquent, si vous ne faites pas les statistiques multivariées, vous allez souvent commettre des conclusions du genre Mayou. Par conséquent, on voit encore une fois une façon d'instrumentaliser les statistiques à des fins inavouées, que ce soit voulu ou pas, en particulier ici par le docteur Mayou. Association statistique ne signifie pas causalité. Alors, pour s'exercer à analyser une relation fallacieuse, faites ce remue-ménage, précisément pour chacun des exemples ci-dessous, expliquez très brièvement en quoi la relation est fallacieuse en mettant en évidence le principal facteur explicatif. Plus la grandeur des pieds est importante, mieux les enfants performent en orthographe. Quelle est ici cette variable confondante qui explique à la fois la grandeur des pieds et la performance en orthographe? La consommation d'alcool dans les localités est associée au salaire des membres du clergé. Quelle est cette variable confondante qui explique la relation ici? Lorsque le fleuve Gange en Inde déborde de son lit, le taux de criminalité augmente proportionnellement à New York. Quelle est cette variable qui à la fois est liée effectivement au flux du Gange et au taux de criminalité? Et finalement, le nombre de pompiers engagés dans la lutte contre un incendie est associé aux dommages matériels causés par cet incendie. Quel est encore une fois ici ce facteur explicatif? Donc autant effectivement de situations qui démontrent une relation fallacieuse expliquée due à une variable confondante. Alors, je ne vais pas donner les réponses, à vous de méditer sur ces différentes situations. Vous pouvez en discuter, en particulier dans le forum. Finalement, l'analyse tabulaire bivariée est particulièrement intéressante lorsqu'on veut résumer des données mettant en relation deux variables de nature catégorielle, de façon à mettre en évidence l'existence, l'intensité et la direction éventuellement d'une relation. Par contre, l'analyse tabulaire bivariée repose seulement sur des données d'échantillons. Et donc, on peut aller beaucoup plus loin en se posant la question de savoir est-ce que la relation qui est observée entre deux variables au niveau des données de l'échantillon est statistiquement significative au niveau de toute la population dont provient l'échantillon, mais aussi il est possible d'obtenir une seule statistique qui va capter toutes les différences en termes de points de pourcentage contenus dans un tableau bivarié, de façon à conclure si la relation est faible, modérée ou forte. Avec un seul résumé quantitatif, eh bien, nous aborderons ces techniques dans la deuxième partie du cours en lien avec l'inférence statistique. Mais voilà, ça va être tout
pour le cours d'aujourd'hui.